Car le circuit de Spa a lui aussi largement contribué à la notoriété de la région. Depuis la fin du 19e siècle, date des premiers rassemblements d'automobilistes, les sports mécaniques ont toujours été à l'honneur. F1, endurance, tourisme, moto, toutes les disciplines ou presque y ont fait escale. En 1924 s'y est tenue la première édition des 24 heures de Spa, avant celle du Mans. Le circuit faisait alors 14 km, un tracé triangulaire entre Malmedy, Tableau et Francorchamps, où Henri Pescarolo sur Protomatra détient le record, plus de 262 km/h de moyenne. Une performance établie au prix de traversée de village en décollant des 4 roues à plus de 300. La nouvelle piste de 7 km, inaugurée en 1979, a conservé les ingrédients de l'ancien Spa tout en gagnant en sécurité. Nuvolari, Caracciola, Ascari, Fangio, Clark, Senna, Schumacher, Spa a de tout temps sacré les plus grands, un lieu chargé d'histoire, une fierté nationale qui disposait déjà de son propre musée, mais pas encore d'un événement historique majeur. Une anomalie à laquelle Peter Otto, fort de son expérience avec le Mans classique, a décidé de remédier. C'était des circuits qui n'étaient pas des circuits permanents. Et donc, le fait de les ouvrir à l'occasion de compétitions, etc., faisait qu'il y a une implication forte de la population à qui on demandait de changer un peu ses habitudes de trafic, etc., etc. Et donc, il y avait une implication de tout le tissu local. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu la même chose ici. Pas question pour autant d'appliquer exactement les mêmes recettes. Grâce à son énorme patrimoine, Spa Classic offre de nouvelles perspectives. L'intérêt de Spa, c'est que c'est très très large et que tous les produits, toutes les courses automobiles y sont légitimes. Au Mans, on fait les voitures des 24 heures du Mans. C'est clair, mais il n'y en a pas d'autres qui tournent sur le grand circuit. Ici, on peut tourner avec du tourisme, parce qu'il y a eu des championnats de tourisme fantastiques. On peut tourner avec des GT, avec des protos. On peut tourner évidemment avec de la Formule 1. Toutes les disciplines automobiles sont légitimes et donc ça va nous permettre de traiter des thèmes différents tous les ans et donc de renouveler le spectacle. Une grande fête automobile à vivre en famille avec des animations, des paddocks à thème, un grand rassemblement de clubs et bien sûr de la compétition non-stop avec pas moins de 6 plateaux. Par ordre chronologique, le Trofeo Nastro Rosso ouvert aux GT sportifs d'origine italienne, produite jusqu'en 1966. Le 60s Endurance accueillant les GT sportifs d'avant 66 de toute nationalité, ainsi que les Barquettes Sport d'avant 63. Le classique Endurance Racing, autrement dit les GT, prototypes et voitures de tourisme, nés entre 66 et 79. En 8 ans d'existence, ce plateau est devenu une référence européenne voire mondiale, tant en termes de qualité que de quantité. Grosse affluence pour le challenge ASAV regroupant les voitures de tourisme et de grand tourisme homologuées entre 47 et fin 76. On remonte dans le temps avec le groupe C Racing dédié aux prototypes ayant participé au championnat FIA Groupe C, IMSA ou GTP. Et enfin, pour que le spectacle soit complet, les monoplaces du Boss GP constituées de Formule 1, d'IndyCar, sans oublier les GP2 et autres F3000. Programme alléchant, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, place à l'ouverture officielle de la première édition de Spa Classic, vendredi 27 mai, avec un dîner de gala organisé au Drivers Club, installé dans les salons de l'Eau Rouge, au pied du Rédillon, où se trouvait jadis une ancienne douane, prussienne. Première course du meeting, le Trofeo Nastro Rosso. La consonance annonce la couleur, les voitures italiennes sont à l'honneur, à commencer par les Ferrari, en nombre depuis qu'elles sont privées de leur challenge historique, mais attention aux autres marques, à commencer par la Maserati Birdcage, pilotée par l'Allemand Max Werner, installé en pole position. On est à bord de la Ferrari 250 GT Berlinetta de Vincent Gay. Grosse glissade de la Maserati à la réaccélération après le virage de la source, mais impossible de prendre l'avantage avant le Rédillon.
En revanche, dans la longe qui mène à la chicane des Combes, la Ferrari fait parler la puissance de son V12 avant de porter l'estocade au freinage pour se porter en tête. Troisième et quatrième, les puissantes Bizarini 5300 GT et autres ISO A3C sont à l'affût, tandis que la Ferrari 275 GTB de l'américain Dennis Singleton complète le top 5. Au deuxième passage, c'est au tour de Vincent Guay d'y aller de sa figure de style à la source. L'ascension est immédiate, Max Verner et Michael Elrich le dépassent. Un peu plus loin, l'ISO A3C d'Alberto Francioni en profite à son tour. Nouveau changement de leader, c'est maintenant la Bizarini d'Elrich qui est en première. Mais ça reste indécis en ce qui concerne les 5 voitures de tête. Comme vous pouvez le constater, même si le fair play est une règle d'or, la compétition est intense. Vous l'avez remarqué, une inquiétante fumée émane de la belle italienne de Michael Elrich. Pour l'instant, ça tient, mais un passage par les stands semble inéluctable. Elrich est désormais suivi par l'ISO d'Alberto Francioni et la Ferrari de Vincent Guay. La Maserati de Werner n'est plus que quatrième, en proie à des soucis mécaniques. Elle ne va pas tarder à abandonner. C'est ensuite au tour de Francioni de prendre les commandes, mais son ISO semble pour le moins instable au freinage. Conçu par le même Giotto Bizarini, l'ISO et la Bizarini constituent la représentation d'une Ferrari 250 GTO améliorée selon leur créateur. Une 250 GTO dont il avait lui-même assuré une partie de l'élaboration avant qu'une révolte de palais ne l'éloigne de la firme de Maranello. Animée d'un moteur Chevrolet gavé de puissance, les voitures avaient remporté la victoire de classe à Sebring et au Mans en 1964. À Spa en 2011, elle se montre toujours aussi rapide mais moins fiable que la Ferrari Berlinetta qui revient au commandement dans un style spectaculaire. Un peu plus loin, Virginie Marie, la seule féminine du plateau, bataille au volant de son Alfa Romeo Giulietta SZ. Elle arrivera finalement à bon port en 17e position. Fin de course sans histoire pour Vincent Guay. Au terme des 45 minutes, il s'adjuge la victoire avec une marge de plus de 24 secondes sur Alberto Francioni et 44 sur la Ferrari 275 GTB de Dennis Singleton David. Un résultat qui dépasse ses espérances. Logiquement, j'espérais peut-être terminer troisième, mais à la base, je craignais beaucoup la Maserati Birdcage de Max Verner, qui est intrinsèquement une excellente voiture et bien pilotée avec un très bon pilote. Et les Bizarini, elles sont extrêmement puissantes, mais nettement moins fiable, ce qui est assez étonnant pour une voiture d'une telle cylindrée. Et puis bon, moi j'ai donné le meilleur de moi-même durant toute la course. Et les autres, je sais pas, ils ont eu des petits soucis et ils ont fait quelques petites erreurs. Et il faut essayer d'en faire moins qu'eux. Une victoire à domicile pour Vincent Guay sur une piste qu'il connaît bien. J'y ai roulé à l'époque dans les années 70. À l'époque du grand circuit de 14 km, ceci dit, il est différent aujourd'hui, mais il reste toujours aussi mythique et j'ai toujours autant de plaisir à venir rouler ici. On passe à la seconde course avec une grille de départ établie en fonction du résultat de la première. On prend le départ depuis la 4e ligne à bord de la Ferrari 275 GTB de Jérémy Lansfert, avec à notre droite la Bizarini de Michael Elrich dont il va falloir suivre la remontée. Au premier virage, les Ferrari trustent les 5 premières positions, mais dès le raidillon, Michael Elrich est déjà remonté à la 2e place et il se lance aussitôt à la poursuite de Vincent Guay. Notre pilote Jérémy Lansfert est pour sa part 8e. Il va gagner une place en prenant le meilleur sur la Ferrari 250 GT Berlinetta de Christian Dumoulin.
Rapidement, Vincent Gaille et Michael Elrich sèment leurs poursuivants, mais jamais la Bizarini ne sera en position de porter la moindre attaque. L'écart va même s'accentuer au fil des tours. À l'époque, Heinz Ulrich Wielsmann, qui a permis à la 250 GT Berlinetta de se faire une renommée internationale, la disait docile comme un amour d'été, le plaisir absolu sur 4 roues. Aujourd'hui encore, à la portée de quelques heureux élus. Vincent Gaille fait partie de cela, dans un style toujours aussi impeccable, il s'en va cueillir sa 2e victoire et faire ainsi carton plein. Partenaire de choix pour ce Spa Classique 2011. Voilà. Yeah, it's better. Keep it for you. C'est une constante dans tous les événements organisés par l'équipe Peter Auto, les clubs sont à l'honneur. Une place centrale leur est réservée, Lotus, Porsche, Aston Martin, Triumph, Ferrari, MG, au total plus de 500 voitures installées dans les allées de Spa-Francorchamps, de manière à ce que les spectateurs assistent à une exposition aussi majestueuse qu'éphémère. En prime, pour les participants, la possibilité de prendre la piste et découvrir le tracé mythique au volant de leur propre voiture. En parallèle, des baptêmes étaient organisés, au choix Ferrari 458 Italia ou Nissan GT-R, propulsion ou traction intégrale, mais plus de 500 chevaux, un minimum pour offrir un maximum de sensations. Concilier compétition et shopping, les anciens stands F1 étaient transformés en galeries marchandes avec des boutiques consacrées à l'univers automobile. Difficile de ne pas céder à la passion et à la bonne humeur ambiante, même pour un habitué des circuits totalisant entre autres la bagatelle de 109 départs en Grand Prix F1. C'est un jour exceptionnel, il ne pleut pas à Spa aujourd'hui, on est entouré de voitures mythiques. Celle-ci en est une d'ailleurs, et je suis très heureux de, pour la première fois, participer à une course de voitures historiques. C'est une passe qui se tourne peut-être, mais je trouve ce meeting absolument exceptionnel. Nouvelle discipline pour Philippe Alliot et donc nouveaux automatismes à acquérir. Il est sûr que ça n'a rien de comparable avec une voiture moderne. En revanche, ça reste toujours difficile de bien conduire vite une voiture de course, une voiture tout court. Et dans ces conditions, je vais essayer de faire mon mieux avec cette voiture-là. Je ne vous cache pas qu'effectivement, ce n'est pas ce que j'ai connu de mieux en termes de pilotage. Et vous ? Il a eu la gentillesse de m'annoncer qu'il avait l'impression de rouler dans une voiture des années 14-18. Donc ça vous donne une petite idée du niveau de performance de la voiture par rapport à la F1 il y a une vingtaine d'années. Pas très sympa pour la magnifique AC Cobra 1964 de son ami François Kick. À l'image de la TVR Griffiths, équipée du même V8 américain, elle fait partie des épouvantails de la catégorie 60s Endurance, dont le peloton est composé de 41 voitures qui vont en découdre sur une course de 2 heures. Et vous allez voir, une fois au volant, le naturel du pilote professionnel reprend vite le dessus. Et voiture de 14-18 ou non, ça se passe plutôt pas mal pour Philippe Alliot. Il ne lui faut que quelques centaines de mètres pour passer de la 6e à la première place et emmener un peloton qui ne manque pas d'allure. Alliot prouve que ses talents de pilote sont intacts, sans en rajouter et en faisant preuve d'extrême prudence lors des dépassements de retardataires, il ne cesse d'accentuer son avance, alors que derrière lui, la lutte est sévère entre la TVR Griffiths de McLaren et l'AC Cobra du Gunholz, le Poleman.
un connaisseur, François Quick apprécie le travail de son équipier d'un jour. Pour d'autres, il faut déjà repasser par les stands. Certaines mécaniques n'ont pas résisté au train d'enfer mené par leurs pilotes. Bien souvent, cela se règle avec le talent des mécaniciens et la course peut continuer. Ce ne sera malheureusement pas le cas pour Philippe Alliot. Dans le 14e passage, alors qu'il disposait de 10 secondes d'avance, il doit s'arrêter. Plus que la déception, il retiendra que cette première expérience en course historique l'a définitivement emballé. Because it's always difficult to be quick and to be quiet, to be safe. C'est toujours sympa de toute façon de faire une course quelle qu'elle soit. Là j'avais une voiture extraordinaire, malheureusement on a un petit problème récurrent qu'on a déjà eu hier sur un défaut de fabrication sur les pièces de culbuteur, donc voilà c'est quasiment l'abandon. Mais je me suis bien amusé, il faut s'adapter. C'est pas évident de conduire des voitures, comme je disais tout à l'heure, qui sont plutôt type 14-18 que modernes d'aujourd'hui. Mais il faut faire avec et c'est ça la difficulté. Et donc voilà, et puis vous savez, moi, vous me mettez dans n'importe quoi. La passion est toujours dans mes veines, dans mon sang. Et je m'amuse, je suis comme un enfant là. Au classement, la Cobra d'Hans Hugenholz a récupéré le commandement devant une autre AC Cobra, la numéro 3, et la TVR Griffiths de Sean McInerney, alors que l'on approche de la fenêtre des changements de pilote. S'il est possible de participer seul ou en équipage, il y a un arrêt imposé pour tout le monde, histoire de remettre de l'essence, faire la pression des pneus, changer de pilote ou s'hydrater pour les plus courageux. Chaud. Après cette phase de course, la Cobra numéro 27, maintenant pilotée par David Hart, est toujours en tête devant la TVR Griffiths qui a gagné une place. Tandis que la troisième position est occupée par la C Cobra de Ludovic Caron. L'indice de performance permet aux voitures les plus anciennes et aux petites cylindrées de se mettre en valeur. Encore une fois, c'est la Triumph TR2 de Fabien Mestro qui se met en valeur. Elle précède la voiture la plus ancienne du plateau, la Skoda Sport de 1948, pilotée par Miroslav Krescha. Victoire finale pour David Hart et Hans Hugenholz, auteur d'une course parfaite. Il a pris le départ et Philippe Alliot a filé avant de casser son moteur. Et là on a repris la tête. C'est dommage parce que j'aime bien courir contre lui. On a déjà été équipiers lors des 24 heures de Spa et je le connais bien. Au début on avait beaucoup d'essence, plus de 140 litres, donc la voiture était très lourde. On perdait du temps en début de course mais ensuite ça s'est amélioré. La cérémonie du podium 60s Endurance met fin à la journée du samedi, mais on retrouvera certains des protagonistes engagés dans d'autres catégories. Comme lors des 2 dernières éditions du Mont Classique, les pilotes en herbe âgés de 7 à 12 ans sont devenus des acteurs de la manifestation. Après des séances d'essai sur un circuit tracé à l'intérieur du paddock, où ils ont bénéficié des précieux conseils des moniteurs, la relève était fin prête pour parader sur le vrai circuit. Au volant de mini-répliques de voitures de prestige, ils ont remonté les anciens stands pour se lancer à l'assaut de la descente menant au Raidillon. De quoi éveiller des vocations, comme en témoignent les larges sourires sur les visages des bambins au terme de la parade Little Big Spa.
Autre temps fort de ce week-end de Spa Classique, les caisses à savon. Au départ, un jeu d'enfant, adopté également par les adultes. Caisse en bois ou cigare, en solo ou en tandem, peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Uniquement animés par la force de gravité, ces drôles d'engins permettent la tenue de compétitions très sérieuses et très réglementées, dont le but est simple, dévaler une pente le plus rapidement possible. Une piste d'entraînement avait été tracée dans le paddock et pour les plus téméraires, samedi soir, en clôture de journée, la possibilité de se frotter au raidillon, en sens inverse bien sûr. Départ depuis les Combes, 1,3 km jusqu'au raidillon et un dénivelé de 52 mètres. Départ en pente douce et puis ça s'accélère. Le plus rapide a été chronométré à 104 km/h, à 5 cm du sol, sensation garantie. Je suis avec mon copain, en fait, moi je conduis et lui il freine. On a donc ça s'appelle un carrioli, c'est tout en bois. Et donc le principe c'est qu'il y a un volant pour tourner et des patins avec des pneus en dessous, des morceaux de pneus collés pour freiner qui accrochent à la route et donc ça freine. Avec ceci on n'a jamais fait d'accident encore, mais ça fait 6 ans que je roule moi. Et j'ai déjà fait plusieurs catégories et j'avais une caisse avant et j'ai fait un accident. J'ai fait 8 tonneaux à du 90 km/h, donc voilà. Mais j'avais de la sécurité, donc à part une commotion cérébrale et mon poignet cassé, je n'ai rien eu de spécial. Ouais, c'est déjà pas mal, non? Oui, c'est déjà pas mal. Il y a une alliance naturelle entre l'automobile et la mécanique de nos montres. C'est les mêmes passions, c'est le même goût de l'artisanat bien fait. Hein. J'aime bien dire c'est de l'art appliqué. Vous voyez, une œuvre d'art voilà, qui marche. Hein. Et en fait, on est très liés dans les émotions et dans les passions. Donc, c'est une alliance naturelle. Est-ce que vous êtes inspiré par de tels événements? On voit qu'il y a des productions nouvelles liées à ça. Et comment ça vous inspire et comment ça se produit? Bien entendu, il y a toujours une charge émotionnelle qui nous permet de faire de belles choses, de nouvelles choses. On est toujours en train d'explorer de nouvelles voies qui auraient pu être explorées il y a 100 ans. Mais c'est un défi intellectuel en fait. De faire des choses de manière mécanique, très bien, de beaux objets qui suscitent une émotion folle. Une philosophie visiblement très largement partagée. Dimanche, au petit matin, on s'active dans les paddocks du classique Endurance Racing, ces jours de course.
Depuis la naissance de la discipline, le plateau, composé exclusivement de modèles authentiques, ne cesse de s'étoffer. À Spa, il y avait 83 voitures engagées et 2 séries distinctes. Droit d'aînesse oblige, on commence avec les CER1, réunissant les voitures de tourisme et grand tourisme inscrites en compétition entre 1966 et 1974, ainsi que les prototypes de 66 à 72. Parmi tous les préparatifs pour éveiller les mécaniques, il en est un qui étonne, ou plutôt détonne, celui de la Homette TX de Xavier Micheron, un prototype animé d'un moteur d'hélicoptère, un engin pour le moins original, à mi-chemin entre l'automobile et l'aéronautique. En fait, il y a eu 2 voitures. La deuxième voiture est encore aux États-Unis. Moi, effectivement, j'ai eu un coup de cœur en voyant la ligne de la voiture, puisque j'adore les Porsche prototypes. Je connaissais et j'aime beaucoup les Chaparral. Et cette voiture, c'est un petit peu un mélange des deux en termes de ligne. Donc c'est vrai que d'abord, c'est la ligne. Ensuite, j'avais un souci d'originalité, puisque je voulais absolument avoir une vraie voiture. Et là, en l'occurrence, étant donné que c'est des voitures qui étaient peu utilisées en course, je dirais que l'histoire de la voiture est très limpide, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Elle est au fin fond des États-Unis et elle avait été restaurée en 1996 par Bob Mackie qui l'avait construite. Donc je dirais que finalement on a eu pas mal de bonnes surprises dans la mesure où Bob Mackie étant toujours vivant, un jour je lui ai téléphoné, je lui ai dit mais Bob, si on a un problème, on casse quelque chose dans la voiture, qu'est-ce qui va se passer? Et il m'a fait parvenir, sans me le dire, un gros colis dans lequel il avait envoyé tous les plans de la voiture. Toujours en catégorie proto, Pierre Nicolet, parfait. Son apprentissage sous le regard bienveillant de son père. Le petit moteur BMW de série animant sa Chevron B16 ne lui permet pas de jouer les premiers rôles, mais s'il continue à afficher un tel niveau de performance, il ne devrait pas tarder à passer à la vitesse supérieure. Fidèle parmi les fidèles, Richard Mille sur Lola T70 peut jouer la gagne, mais l'essentiel n'est pas là. Ce sont des voitures qui nous ont tous fait rêver. Ce sont des voitures, bien sûr, qui vont très vite, mais qui ont, pour beaucoup d'entre elles, été aux mains de pilotes de légende. Donc c'est très agréable, il y a tout un rêve, tout un mythe qui se crée autour de ça. Ces circuits sont merveilleux. Bon, en plus aujourd'hui, bien sûr, il y a la sécurité en plus. Et c'est un cadre parfait pour s'amuser et puis rêver. Il y a effectivement de quoi rester songeur sur la prairie, tant le plateau est somptueux, un émerveillement partagé par tout le monde. Mais une fois le départ donné, on est rapidement tiré de sa rêverie tellement la compétition devient intense. Dès le premier virage, sa bataille ferme entre les Lola qui avaient trusté les premières lignes de la grille de départ. Pour l'instant, celle de Bernard Tenner et Claude Naum tient bon, mais David Hart, victorieux la veille en 60s Endurance en compagnie d'Hans Hugenholz, se montre pressant. Pierre-Alain France, 3e, surveille l'explication de près, tandis que la première non-Lola est 5e. Il s'agit de la Chevron B16 d'Olivier Casalière. La catégorie GT, quant à elle, emmenée par la Ford GT40 numéro 12, que se partagent les mêmes Bernard Tenner et Claude Naum, qui pilotent également la Lola de tête. À la fin du premier tour, David Hart émerge en tête, poursuivi par Tenner Naum et France. En proto 2 litres, Olivier Casalière se bat avec les 3 litres, tandis que la Ford GT40 de pointe devance une poignée de prototypes. Statu quo des positions jusqu'à la sortie de la voiture de sécurité, le moment choisi par les 2 voitures de tête pour observer l'arrêt imposé. Une stratégie a priori logique, si ce n'est que la fenêtre n'est pas encore ouverte. David Hart, le leader, repartira aussitôt avant de s'arrêter une seconde fois, tandis que Tenner et Naum resteront immobilisés plus longtemps. La bonne affaire pour Pierre-Alain France qui se retrouve premier.